J'avais 59 ans ce soir-là, et je croyais avoir déjà tout vu de la vie. Les hivers au Havre, la pluie qui fouette le port, les néons blafards de la gare, les bus en retard. Mais rien ne m'avait préparé à ce que j'ai vu en descendant à l'arrêt près de Gravilles. Rien ne prépare une mère à trouver son propre enfant étendu sur le trottoir comme un déchet que la ville aurait recraché. Il faisait un froid humide qui s'insinue dans les os, ce froid salé qui remonte du port et que même une écharpe en laine ne suffit pas à chasser. Je serrais mon sac contre moi, pressé de rentrer dans mon petit 2 pièces, de me faire un bol de soupe et de m'asseoir enfin. Le bus venait de repartir, emportant avec lui la rumeur des conversations et le parfum des autres. Devant moi, la rue était presque déserte. Quelques passants pressés, une vitrine de bar PMU encore allumée et, à l'angle d'un Porsche, une forme recroquevillée entre deux cartons. Au début, je n'ai pas vraiment regardé. Ici, hélas, on s'habitue trop vite aux silhouettes qui dorment dehors, aux sacs plastiques pleins de rien, aux corps qu'on contourne sans réfléchir. Mais quelque chose m'a retenu. Une nuance dans la façon dont cette femme serrait ses bras contre sa poitrine, exactement comme ma fille le faisait quand elle avait froid enfant. Et puis ses cheveux, longs, emmêlés, d'un brun que je connaissais trop bien. Je me suis rapprochée, le cœur soudain martelant si fort que j'entendais ma propre pulsation dans mes oreilles. Plus j'avançais, plus les détails devenaient insoutenables. Un jean sale, trop large, un manteau léger, bien trop léger pour ce mois de décembre. Une basket trouée à un pied, une chaussure d'un autre modèle à l'autre. Le visage était tourné vers le mur, à moitié caché par les mèches de cheveux et la capuche. Je me suis accroupie, les genoux protestant comme à chaque fois maintenant, et j'ai murmuré presque sans voix « Madame ». Pas de réponse. J'ai posé la main sur son épaule. Une épaule maigre, dure comme un bâton sous le tissu. Elle a remué faiblement, a grogné quelque chose d'incompréhensible. Alors, la lumière du réverbère a glissé sur son profil, sur l'ombre de son nez, sur la courbe de sa bouche, et le monde s'est arrêté. Ce n'était pas une femme, c'était ma fille, ma Sarah. J'ai senti tout l'air sortir de mes poumons d'un coup. Un instant, j'ai cru que j'allais m'effondrer à côté d'elle. 2 ans que je ne l'avais pas vue. 2 ans de silence, de messages sans réponse, d'appels rejetés. 2 ans à me dire qu'elle avait sa vie, qu'il fallait respecter son couple, qu'avec Laurent, son mari, les choses s'arrangeraient. Et voilà où je la retrouvais. À même le sol, dans ma propre ville, sans que personne ne m'ait prévenu. Sarah, ai-je soufflé, la voix brisée. Ses paupières ont tremblé. Elle a ouvert les yeux lentement, comme si chaque millimètre eût coûté un effort immense. Un instant, elle m'a regardé sans me reconnaître. Puis j'ai vu passer dans son regard la surprise, la honte et enfin une sorte de soulagement désespéré. Maman, ce mot-là, je ne l'avais pas entendu sortir de sa bouche depuis si longtemps que j'en ai eu mal physiquement. Je l'ai tiré contre moi, autant que je pouvais dans cette position, et son corps s'est laissé aller, léger comme s'il était creux. Elle sentait le froid, la poussière, un mélange de fatigue et de renoncement. « Viens, ma fille », ai-je murmuré. « On rentre, tu ne restes pas ici une minute de plus. » Je ne sais pas comment j'ai trouvé la force de la relever. À deux, en nous accrochant l'une à l'autre, nous avons avancé, pas après pas, jusqu'à mon immeuble. Elle tremblait, non seulement de froid, mais de ce tremblement intérieur que connaissent ceux qui ont tout perdu. À chaque marche de l'escalier, je sentais sa respiration saccadée contre mon épaule. Arrivée chez moi, je l'ai installée sur le canapé, j'ai pris la première couverture venue, celle qui traîne toujours là, et je l'ai enveloppée dedans. Ses mains étaient si glacées que les miennes semblaient brûlantes en les serrant. Je lui ai préparé un bol de soupe, la même recette simple que je lui faisais quand elle avait 8 ans et revenait enrhumée de l'école. Elle a avalé 3 cuillères, pas plus, avant que ses paupières ne se referment. Je suis restée là longtemps, assise sur la chaise en face d'elle à la regarder dormir. Les traits tirés, une petite ride nouvelle au coin de la bouche, des cernes violets qui n'existaient pas avant. C'était bien ma fille, mais comme si quelqu'un l'avait froissée de l'intérieur. Et ce quelqu'un, je n'avais aucun doute sur son identité. Laurent, le gendre que je n'ai jamais su aimer, l'homme qu'elle avait choisi et que j'avais fini par accepter pour ne pas la perdre.
l'homme qui aujourd'hui l'avait laissée à la rue. C'est là, dans ce salon modeste qui nous avait pourtant abrité tant de soirs tranquilles, que quelque chose s'est figé en moi. Une partie de la Françoise qui subissait, qui comprend tout le monde, qui s'excuse pour exister, est morte. À sa place, il restait une mère, une vraie. Une mère qui venait de voir sa fille allongée sur le trottoir et qui savait une chose avec une clarté absolue. Ce qui avait été fait à Sarah ne resterait pas impuni. Je ne savais pas encore comment, mais je savais déjà qui paierait. Quand Sarah s'est réveillée, le jour était déjà bien levé. Une lumière pâle entrait par la fenêtre, celle des matins gris du Havre, quand le ciel hésite entre brume et pluie. Elle a mis quelques secondes à comprendre où elle se trouvait. Ses yeux ont glissé sur le canapé, la table basse, les murs que j'avais repeints l'été dernier, puis sur moi. J'étais assise à la même place que la veille, incapable de dormir, la surveillant comme si fermer les yeux risquait de me la voler encore une fois. Elle a essuyé sa joue du revers de la main, surprise d'y trouver une larme sèche. Je lui ai tendu une tasse de thé chaud. Ses doigts ont tremblé autour de la porcelaine. Un tremblement fin, nerveux, presque invisible, mais que seule une mère peut voir sans se tromper. Nous sommes restés quelques minutes en silence. Pas un silence lourd, un silence fragile, comme une feuille de papier qu'on pourrait froisser au moindre mot mal placé. « Tu veux manger quelque chose ?» ai-je demandé doucement. Elle a secoué la tête, puis a inspiré profondément, comme si elle se préparait à plonger sous l'eau. « Maman, il faut que je te dise ce qui s'est passé. » J'ai reposé ma tasse. Je n'avais pas envie de briser l'instant. Une part de moi voulait la serrer contre moi, l'envelopper dans une couverture, la préserver encore un peu. Mais au fond, je savais que c'était le moment, celui de la vérité. « Je t'écoute, ma fille. Dis-moi tout. » Elle a gardé la tête baissée au début, fixant un point invisible sur sa propre main. « Laurent, il a vendu la maison, notre maison à Harfleur, sans me prévenir. » Je n'ai pas réagi immédiatement. Pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que mon cerveau refusait d'accepter que quelqu'un puisse vendre un toit sans même avertir celle qui y vit. « Comment ça, sans te prévenir ?» ai-je murmuré. Je l'ai appris quand les nouveaux propriétaires sont arrivés. Ils ont montré l'acte de vente, signé, tamponné. Tout était légal, enfin officiel. Ils m'ont dit que j'avais quelques jours pour dégager. Le mot « dégager » a claqué dans la pièce comme une gifle. Mais Laurent, où était-il ? Elle a souri, mais un sourire cassé, celui d'une femme qui a trop pleuré pour encore retenir ses émotions. Il était déjà parti, installé dans un appartement près des docks, avec elle. Je n'avais pas encore entendu son nom, mais je le connaissais déjà, Élodie. Dans les petites villes, les maîtresses ont souvent des prénoms trop doux pour ce qu'elles détruisent. « Maman », continua-t-elle, la voix brisée, « je n'avais plus d'argent. Rien. Je n'avais plus de compte à moi. Il m'avait convaincue depuis des mois que c'était plus simple si tout passait par lui. Il disait que je n'étais pas bonne avec l'argent, que je pouvais faire des erreurs. Alors, j'ai laissé faire. » Je serrais les dents. L'une des premières techniques des hommes qui brisent les femmes, l'isolement financier. Lent, méthodique, presque invisible. « Pourquoi tu n'es pas venu me voir ?» ai-je réussi à demander, même si je connaissais déjà la réponse. Elle a éclaté en larmes. Pas une crise violente. Des larmes silencieuses qui glissent sans bruit, comme si pleurer devenait un geste trop familier pour encore surprendre. Parce qu'il me répétait que tu serais déçu, que tu dirais « je te l'avais bien dit », que tu serais soulagé si je disparaissais de ta vie. Il disait que j'étais un poids pour toi, que tu avais déjà assez de soucis sans moi. Je l'ai cru. Je me suis levée et je suis allée m'asseoir près d'elle. Je lui ai pris le visage entre les mains, comme quand elle était petite et qu'elle avait peur des orages. « Écoute-moi bien, Sarah. Jamais tu m'entends? Jamais tu n'as été un poids. Tu es ma fille. Je t'aurais accueilli les bras ouverts, même si tu étais venue avec le monde entier contre toi. » Elle a posé son front contre mon épaule. Je sentais sa respiration trembler, comme si chaque bouffée d'air réveillait une douleur enfouie depuis trop longtemps. Puis elle a ajouté dans un souffle « Maman, il m'a laissé sans rien, même pas de quoi prendre une chambre d'hôtel. J'ai dormi chez des amis, puis dans des motels bon marché, et quand j'avais plus rien du tout, j'ai fini dans la rue. »
Le mot rue m'a transpercé. Je l'ai serré si fort que mes doigts en tremblaient. Mais ce n'était pas fini. Elle a relevé la tête, les yeux rougis. Il a dit que si je parlais à quelqu'un, à un avocat, à toi, il ferait croire que j'étais instable, que j'avais des crises, que je pouvais être dangereuse. Il m'a dit qu'il avait des messages, des preuves, qu'il pouvait les fabriquer si nécessaire. Je suis restée pétrifiée. Laurent n'était pas seulement un manipulateur, c'était un stratège, un homme qui connaissait parfaitement les failles de ceux qu'il voulait écraser. Et pourtant, quelque chose a changé en moi à cet instant. Une bascule, une évidence glaciale. Sarah, où est-il maintenant? Elle a dégluti, dans un appartement de luxe, aux terrasses de la mer, avec Élodie. Ils attendent un enfant. C'est pour ça qu'il a vendu la maison pour avoir de l'argent pour leur nouvelle vie. Une nouvelle vie, financée sur les ruines de la mienne, sur la souffrance de ma fille. Je me suis levée lentement, le genre de lenteur qui n'a rien de fragile. « Qu'est-ce que tu vas faire, maman ?» demanda-t-elle d'une voix inquiète. Je me suis tournée vers elle et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti ma voix se solidifier comme une lame. Ce que j'aurais dû faire il y a 2 ans, protéger ma fille. Elle a voulu protester. Elle avait peur, mais elle a vu dans mes yeux que ma décision était déjà prise. Je me suis dirigée vers mon vieux buffet en bois, celui où je garde les papiers importants. J'ai ouvert le tiroir. J'ai sorti une chemise cartonnée. À l'intérieur, il y avait tout ce que Laurent avait oublié. Des traces, des preuves, et un passé qu'on ne peut pas effacer. Et tandis que j'étalais les documents sur la table, une certitude m'a traversée. Laurent avait cru qu'en laissant ma fille dans le froid, il l'avait condamnée. Il avait simplement réveillé sa mère. Dans la chemise cartonnée, il y avait une bonne partie de ma vie. Des factures d'EDF trop anciennes pour intéresser qui que ce soit, des quittances de loyer, des lettres d'administration, et au milieu, le papier que je cherchais sans même m'en rendre compte. Une reconnaissance de dette, écrite à la main de Laurent, datée de 5 ans auparavant. Je me souvenais très bien de ce jour-là. Sarah et lui venaient d'obtenir l'accord de la banque pour acheter la petite maison à Harfleur. Il manquait d'un bout d'apport, et moi, avec mes économies grattées sur des années de ménage et d'heures supplémentaires à la cantine, j'avais complété. Laurent avait insisté pour rédiger ce papier pour que tu sois rassurée, Françoise. À l'époque, j'y avais vu un signe de sérieux. Maintenant, c'était une preuve. Je posai le document devant Sarah. « Tu te souviens de ça ?» Elle le fixa longuement, comme si les mots dansaient devant ses yeux. « Oui, » murmura-t-elle, « je croyais que tu l'avais jeté. »« Je ne jette jamais ce qui compte, » ai-je répondu. « Et là, tu vois, il va nous servir. » Sous la reconnaissance de dette, il y avait des photocopies de l'offre de prêt immobilier avec les 2 noms, Laurent et Sarah. 2 signatures côte à côte. Je sentis une satisfaction froide me traverser. Quoi qu'il ait raconté à sa maîtresse, quoi qu'il ait essayé de faire croire, noir sur blanc, il y avait la réalité. La maison n'était pas à lui seul. « Dis-moi tout, Sarah, » ai-je repris, « depuis le début, depuis le moment où il a commencé à changer. » Elle a inspiré, s'est calée contre le dossier du canapé, les yeux perdus au plafond. Au début, c'était des remarques, rien de grave, tu sais. Tu devrais me laisser gérer les comptes, tu es trop tête en l'air. Ou ne signe rien sans moi, tu n'es pas à l'aise avec les papiers. Moi, j'y voyais presque de la protection. Et puis, il a commencé à dire que tu te mêlais trop de notre vie, que tu me montais contre lui. Alors j'ai diminué les coups de fil, les visites. Il disait que ça nous faisait du bien. Chaque phrase était un coup de marteau dans ma poitrine. Il m'avait volé ma fille petit morceau par petit morceau. Quand il a parlé de mettre la maison à son seul nom, continua-t-elle, il est rentré un soir furieux. Il disait que la banque exigeait que ce soit plus simple, que ça faciliterait la revente si un jour on devait déménager. J'ai posé des questions. Il a crié, il m'a traité d'ingrate, de parano, il a dit que sans lui je serais encore en colocation. À la fin, j'ai signé. Je sentais mes mains se crisper sur le bord de la table, et le jour de la vente, elle baissa les yeux. Je ne savais même pas que c'était la vente. Il m'a dit que c'était un rendez-vous chez le notaire pour actualiser des trucs administratifs. Il parlait vite, il plaisantait, il commentait la déco, on a signé des pages et des pages.
Le notaire lisait des phrases incompréhensibles. J'avais honte de demander. Je me suis dit que c'était normal de ne rien comprendre. Une colère ancienne, celle que j'avais ravalée tant de fois en me disant « ce n'est pas ma vie », monta en moi comme une vague. « Est-ce que tu as gardé quelque chose? Un mail, un message, n'importe quoi ?» Elle hésita, puis se leva lentement. Elle alla chercher son sac, un sac souple qui avait connu la pluie et les nuits dans les halls d'immeubles. Elle en tira une enveloppe froissée, gonflée de feuilles. « Je ne sais même pas pourquoi je les ai gardées, dit-elle. Peut-être, au cas où. » Je pris l'enveloppe avec autant de précaution que si elle contenait du verre pilé. À l'intérieur, il y avait des impressions de mails, des captures d'écran de conversations avec Laurent, des avis de virement, des relevés bancaires. Certains messages venaient d'une adresse au prénom d'Élodie. Un en particulier attira mon regard. « Vends vite. On a besoin de l'argent pour l'appart des Docs. Elle ne bougera jamais si tu restes gentille. » Je relus la phrase 2 fois, 3 fois. C'était plus seulement une trahison, c'était un plan, calculé, assumé, presque cynique. Un plan qui avait laissé ma fille sur un trottoir à 2 arrêts de bus de chez moi. Je relevai la tête. Sarah me regardait, terrorisée par ce qu'elle lisait sur mon visage. « Maman, tu me fais peur. » Je pris une grande inspiration. Ma voix, quand elle est sortie, m'a surprise moi-même. « Ne t'inquiète pas, ma fille. Il est temps que quelqu'un lui fasse peur, à lui. Et cette fois, ce ne sera pas avec des cris. » Je n'ai presque pas bougé pendant de longues minutes. Devant moi, sur la table, les documents récupérés dans l'enveloppe de Sarah formaient comme une mosaïque du mensonge. Des dates qui ne correspondaient pas, des virements vers un compte inconnu, des messages où Laurent parlait de faire pression sur ma fille pour qu'elle signe sans discuter. Et puis ce nom qui revenait, Élodie. Toujours au détour d'un mail, toujours dans l'urgence, comme une ombre qui applaudissait depuis les coulisses chaque étape de la destruction de Sarah. Mais une pièce manquait encore au puzzle. Quelqu'un qui avait vu, entendu, constaté. Quelqu'un qui ne serait pas intimidé par Laurent. Cette idée m'a mené directement devant la résidence Les Terrasses de la Mer en début d'après-midi. Un immeuble moderne, tout en verre, qui donnait sur le port. Un endroit où les loyers coûtaient plus cher qu'un salaire mensuel de la plupart des gens que je connais. Sarah marchait lentement à mes côtés, serrée dans mon vieux manteau, effrayée mais déterminée à comprendre comment sa vie avait été volée. Lorsque nous sommes entrés dans le hall, le contraste était brutal. Carrelage brillant, parfum discret, fauteuil design. Un monde lisse où on aurait dit que rien de mal n'arrivait jamais. Sarah s'est crispée en reconnaissant l'endroit. Je lui ai posé une main sur l'épaule. « On ne va pas monter, ai-je murmuré. On observe. C'est tout. » Mais le hasard ou la justice en a décidé autrement. La porte vitrée s'est ouverte et une femme élégante, un cabas de course au bras, est entrée. Elle nous a jeté un regard distrait, puis s'est figée en regardant Sarah. Son visage a changé, une sorte de reconnaissance mêlée de malaise. « Vous êtes la jeune femme, la femme de Monsieur Laurent ?» demanda-t-elle avec une hésitation sincère. Sarah se ratatina légèrement. Je répondis à sa place. « Oui, enfin. » Elle l'était. La femme regarda autour d'elle comme pour s'assurer que personne n'écoutait, puis s'approcha, baissant la voix. « J'ai voulu vous aider. Un jour, je vous ai vu pleurer dans le couloir. Je vous ai même vu tomber. Il a dit que vous aviez glissé, mais, pardon, je ne l'ai jamais cru. » Je sentis Sarah trembler. Sa tête se baissa, comme si la honte pesait littéralement sur sa nuque. Je pris la parole, calmement. « Vous confirmeriez cela devant un officier de police ?» La femme blêmit, puis, contre toute attente, hocha lentement la tête. « Oui, j'en ai assez de voir des hommes comme lui croire qu'ils sont au-dessus de tout. » Et il criait souvent. Toute la résidence l'entendait. Chaque mot était comme un clou supplémentaire dans le cercueil de Laurent. La femme ajouta encore, presque à regret. Il n'était pas tendre non plus avec l'autre. Élodie. Je ne devrais pas vous le dire, mais elle pleure parfois dans la cage d'escalier. Elle cache son ventre quand il crie. Je sentis mes entrailles se tordre. Sarah releva brusquement la tête, choquée. Elle est enceinte? Très. 6 ou 7 mois, je crois. Je posai une main sur le bras de ma fille. Cela n'avait pas d'importance pour ce que nous avions à faire. Pas maintenant. Nous la remerciâmes et nous sortîmes.
À peine la porte franchie, Sarah éclata. Tu as vu? Même elle, même sa maîtresse, il la traite comme ça. Je la regardais droit dans les yeux. Ma fille, ce genre d'homme n'aime personne. Il utilise, puis jette. Elle baissa le regard. Maman, est-ce que j'aurais dû partir plus tôt? Cette question me déchira le cœur. Non, c'est lui qui aurait dû ne jamais te faire du mal. La faute n'est pas à toi, elle ne l'a jamais été. Nous sommes restés un moment à regarder l'immeuble de verre, immobile sous le ciel gris. Je savais déjà que c'était là qu'une partie de la vérité se trouvait, mais pas toute. Pour comprendre la profondeur du piège dans lequel Sarah avait été enfermée, je devais voir Laurent, en face. Pas pour lui crier dessus, pas pour lui faire peur, pas encore. Simplement pour regarder dans les yeux l'homme qui avait laissé ma fille dans le froid, et pour qu'il voie, lui aussi, ce qu'une mère peut devenir quand on touche à son enfant. Je ne suis pas retournée tout de suite le voir. Je me connais. Si j'y étais allée à chaud, j'aurais crié, peut-être même tapé contre sa porte comme une folle, et c'est précisément ce qu'il aurait voulu. Il aurait pointé du doigt la belle-mère hystérique, l'aurait raconté à tout le monde, et la discussion aurait tourné autour de mon tempérament plutôt que de ses crimes. Alors, j'ai passé une nuit entière à tourner en rond dans mon petit appartement, pendant que Sarah dormait dans la chambre, la porte entr'ouverte comme quand elle était adolescente. J'avais étalé les papiers sur la table, reconnaissance de dette, offre de prêt, impression de mail, note avec le nom et l'adresse de la voisine. Tout cela formait un dossier bancal, mais bien réel. Il me manquait juste une chose, un regard professionnel. Le lendemain matin, j'ai appelé le cabinet d'un avocat dont j'avais entendu parler à la médiathèque, Maître Dubreuil. Un nom qui sonnait sérieux. La secrétaire m'a proposé un rendez-vous le jour même, en fin d'après-midi. « Venez avec tous les documents que vous avez, madame, m'a-t-elle dit. On verra ce qu'on peut faire. » Je suis restée un instant le combiné en main après avoir accroché. On verra ce qu'on peut faire. Ce « on » m'a fait du bien. Pour la première fois depuis que j'avais trouvé Sarah sur le trottoir, je n'étais plus seule dans cette bataille invisible. Mais avant d'aller voir l'avocat, je devais affronter Laurent. Je n'ai rien dit à Sarah, pas parce que je voulais lui mentir, mais parce que je ne voulais pas qu'elle porte le poids de ce moment-là. Elle est encore trop fragile. Elle aurait tremblé, pleuré, et Laurent se serait nourri de sa peur. « Je vais faire quelques courses », lui ai-je simplement dit en enfilant mon manteau. En vérité, j'ai pris le bus 4 jusqu'à l'arrêt qui dessert les terrasses de la mer. Tout le trajet, j'ai regardé mon reflet dans la vitre sale. Une femme aux cheveux gris mal attachés, des cernes, une bouche fine. Une femme qu'on croiserait sans se retourner. C'est ça qu'il n'avait pas compris, Laurent, que sous cette invisibilité-là, il y avait une force qu'il n'avait jamais appris à craindre. Dans le hall, le même parfum discret m'a frappé. Je n'ai pas attendu. J'ai appuyé sur le bouton de l'appartement 302. Un grésillement, puis sa voix. « Oui ?» C'est Françoise, la mère de Sarah. « Ouvre. » Il y a eu un silence, puis le déclic de la porte. Je suis montée les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. J'avais besoin de sentir chaque marche sous mes pieds pour calmer le tremblement qui menaçait mes jambes. Devant la porte 302, j'ai respiré profondément une dernière fois, puis j'ai frappé. Il a ouvert. Laurent était là, en survêtement de marque, les cheveux encore humides, comme s'il sortait de la douche, un parfum cher flottant autour de lui. Son visage s'est d'abord figé de surprise, puis s'est crispé en une grimace de dédain. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» a-t-il lâché, sans même m'inviter à entrer. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ceux-là même que j'avais essayé d'aimer pour faire plaisir à ma fille. « Je viens parler de Sarah. » Il a haussé les épaules. « Il n'y a rien à dire. Elle est partie. Elle n'a pas supporté la séparation. C'est tout. » Je n'ai pas bougé. « Non, Laurent, elle n'est pas partie. Tu l'as laissée sans maison, sans argent, sans rien. Et tu sais très bien qu'en France, on ne vend pas la résidence principale derrière le dos de son épouse. Tu le sais. » Un éclair a traversé son regard. Il a voulu refermer la porte, mais j'ai posé mon pied contre le seuil. « Enlève ton pied, » a-t-il murmuré. « Sinon, j'appelle la police. » Je me suis presque mise à sourire. « Appelle-les, ai-je répondu calmement.
Comme ça, tu pourras leur expliquer comment tu as obtenu sa signature chez le notaire sans lui dire qu'elle vendait tout, et comment l'argent de la vente s'est retrouvé sur un compte qui n'est pas le vôtre. Son visage a perdu une nuance de couleur. Il a jeté un coup d'œil derrière lui, comme s'il craignait qu'Élodie entende. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Au contraire, Laurent, je commence à très bien savoir. Je sortis lentement de mon sac la reconnaissance de dette et l'une des impressions de mail. Je ne lui ai pas montré de près, juste assez pour qu'il voie les en-têtes, les dates, son nom. Ce n'est pas une menace, ai-je ajouté d'une voix basse. C'est un avertissement. Aujourd'hui, je viens seul. Demain, je ne viendrai plus jamais seul. Je ne suis pas resté longtemps devant sa porte. Je voyais bien qu'il essayait de reprendre le dessus, de se convaincre qu'il contrôlait encore la situation. Ses yeux glissaient sans cesse vers le couloir, comme s'il craignait qu'Élodie apparaisse, qu'un voisin écoute. Derrière lui, j'apercevais un salon impeccablement décoré, des meubles neufs, une vue dégagée sur le port. Tout ce confort, tout ce vernis, payé sur le dos de ma fille. « Vous n'irez pas au bout », ajouta-t-il en ricanant. « Vous n'avez pas les moyens. Et de toute façon, Sarah n'aura jamais le courage. Elle n'est bonne qu'à se plaindre. » Il prononça son prénom comme on prononce le nom d'un chien. Je sentis la colère monter, mais je la maintins à sa place, froide et nette. « Tu verras ce dont elle est capable, ai-je dit simplement, et ce dont je suis capable, moi. » Puis j'ai retiré mon pied du seuil, et je suis parti sans le regarder davantage. S'il y a une chose que j'avais comprise ce jour-là, c'est que l'insulte n'est pas sa force, c'est son réflexe. Sa force, il l'avait toujours tirée de notre silence. En redescendant les escaliers, mes mains tremblaient. Pas de peur, pas vraiment. Plutôt de cette tension électrique qu'on ressent avant un orage. Je savais que ce que je venais de faire déclencherait chez lui un mécanisme de défense. Je voulais qu'il sente que quelque chose avait bougé, qu'il comprenne que sa belle-mère ne resterait pas enfermée dans son rôle de figurante. L'après-midi même, j'ai pris le bus pour aller au centre-ville, rue de Paris, là où se trouvait le cabinet de Maître Dubreuil. Une plaque discrète à côté d'une porte en bois sombre, un couloir qui sentait le papier et le café froid. La secrétaire m'a fait patienter quelques minutes, puis m'a introduite dans son bureau. Il avait la cinquantaine, des lunettes fines, un regard fatigué mais pénétrant. « Asseyez-vous, madame. Françoise. C'est bien ça? Alors, racontez-moi. » Je lui ai tout dit. Le silence de Sarah pendant 2 ans, la maison achetée à Harfleur, l'apport que j'avais payé, le changement progressif de Laurent, les insultes, la pression pour mettre le bien à son seul nom, le rendez-vous chez le notaire, où elle n'a pas compris qu'elle vendait tout. Puis la vente, les nouveaux propriétaires, la fuite de Laurent, l'appartement de luxe, la rue. Maître Dubreuil n'a presque pas parlé. Il prenait des notes, hochait la tête, me demandait parfois une précision. Une date, un lieu, un nom. Quand j'ai posé la chemise cartonnée sur son bureau, il a pris le temps d'examiner chaque pièce. La reconnaissance de dette, l'offre de prêt, les mails imprimés, les captures d'écran des messages. Il a marqué un arrêt sur celui où Élodie écrivait « Vends vite, elle ne signera jamais si tu restes gentille. » A-t-il lâché en se frottant le menton. Votre gendre est imprudent, très imprudent. Il s'est adossé à son siège. Madame, il y a plusieurs choses ici. Sur le plan pénal, on peut parler de violence psychologique, d'abandon matériel, peut-être de fraude si l'on parvient à démontrer que votre fille n'était pas correctement informée le jour de la vente. Sur le plan civil, on peut demander la nullité ou à tout le moins des dommages et intérêts sur le prix de vente, en invoquant le vice du consentement. Je ne comprenais pas tous les termes, mais je comprenais l'essentiel. Il y avait des chemins, pas un, plusieurs. Et on peut vraiment faire quelque chose, ai-je demandé, presque surprise d'oser y croire. Oui, a-t-il répondu sans hésiter. Ce ne sera ni rapide ni simple, je préfère être honnête, mais il ne s'en sortira pas sans répondre de ses actes. Nous allons déposer plainte avec vos pièces. Je demanderai aussi des mesures conservatoires sur le produit de la vente, si une partie est encore sur ses comptes. Et il faudrait que votre fille commence un suivi psychologique. Un certificat pourra appuyer la notion de violence. Je hochai la tête. Sarah suivait déjà une psychologue de l'association que l'assistante sociale de l'hôpital lui avait conseillée. Je le lui dis et il nota ce détail.
Avant de partir, il ajouta, en me regardant droit dans les yeux, « Une dernière chose, n'allez plus le voir seul pour le moment. Il va se débattre, menacer, se dire victime, parler d'extorsion. Laissez le faire. Plus il gesticulera, plus il se dévoilera. » Je suis sortie de là plus lourde et plus légère à la fois, lourde de tous ces mots, plainte, enquête, mesure, mais plus légère parce que désormais, ce n'était plus seulement une mère contre un manipulateur. C'était une mère et la loi. En descendant la rue, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Allô? Un léger silence, puis une voix de femme, hésitante. Madame, vous êtes bien la mère de Sarah? Je m'appelle Élodie. Je crois qu'on doit parler de Laurent. Je me suis arrêtée net sur le trottoir. Le vacarme de la rue, le bruit des voitures, tout est devenu lointain. Élodie. Le prénom que j'avais lu sur les mails. Le prénom qui, dans ma tête, était associé à un parfum trop sucré et à un rire accroché au bras de Laurent. Oui, c'est moi, ai-je répondu, la voix plus calme que je ne l'étais. Un silence, puis un souffle tremblant. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous appeler, mais j'ai trouvé votre numéro dans les papiers de Laurent. Il avait gardé une ancienne carte où il l'avait noté. Est-ce qu'on peut se voir? Pas ici, pas chez lui. Je n'ai pas hésité. D'accord, au centre-ville, près de l'hôtel de ville, le petit café en face de la poste. Dans une demi-heure? Oui, merci. Elle a raccroché. Je suis arrivée la première. Le café sentait le café filtre et la viennoiserie de la veille, avec ses tables en formica qu'on trouve partout. Je me suis installée près de la vitre pour la voir arriver. Quand Élodie a poussé la porte, j'ai mis quelques secondes à la reconnaître. Je l'avais imaginée sûre d'elle, maquillée, insolente. Je me retrouvais face à une jeune femme aux traits tirés, les yeux cernés, les épaules rentrées. Son manteau était chic, mais mal boutonné. Elle posait une main sur son ventre rond, comme pour le protéger. « Bonjour, madame. Françoise ?» Sa voix tremblait déjà. Je lui ai désigné la chaise en face. « Asseyez-vous. » Elle a commandé un thé qu'elle n'a presque pas touché. « Je ne sais pas par où commencer, » a-t-elle murmuré. « Laurent m'a dit des choses sur Sarah, des horreurs. Il disait qu'elle était violente, qu'elle vous insultait, qu'elle buvait, qu'elle le menaçait de se tuer. Il disait qu'il l'avait mise dehors pour se protéger, lui. Je l'ai cru. » Elle baissa la tête, honteuse. « Et vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi elle n'avait nulle part où aller? » ai-je demandé doucement. Elle eut un petit rire cassé. Il disait que vous ne vouliez plus la voir, que vous aviez coupé les ponts, que vous lui aviez dit un jour « tu n'es plus ma fille ». Je viens d'une famille compliquée. Moi aussi. J'ai projeté mes histoires sur les vôtres. C'était plus simple de le croire, lui. C'était là tout Laurent. Il ne se contentait pas de mentir. Il choisissait les mensonges qui s'emboîtaient parfaitement dans les failles de l'autre. Je sortis doucement de mon sac quelques feuilles, pas tout le dossier, juste ce qu'il fallait. La reconnaissance de dette, un mail imprimé, un extrait de relevé. Ce que je vais vous montrer, Élodie, ce n'est pas contre vous, c'est pour la vérité. Ensuite, vous déciderez ce que vous voulez en faire. Elle attrapa les feuilles avec précaution, comme si elle pouvait la brûler. Ses yeux couraient sur les lignes, s'agrandissaient, revenaient en arrière. Quand elle tomba sur le message qu'elle-même avait envoyé, celui où elle écrivait « Vends vite, on a besoin de l'argent pour l'appart », elle porta la main à sa bouche. « Mon Dieu, je ne savais pas que Sarah avait payé une partie de la maison. Il m'avait dit qu'elle n'avait jamais travaillé, qu'elle vivait exclusivement de lui. » « Elle a travaillé, » ai-je corrigé calmement. « Et moi aussi, j'ai travaillé pour eux. Chaque coup de serpillière, chaque heure de plus à la cantine, c'était pour cet apport-là, afin qu'ils aient une base à eux. » Elle serra les papiers plus fort. Il m'a dit que la maison était à son nom depuis le début, qu'elle avait refusé de la co-signer parce qu'elle ne voulait pas s'engager. Il m'a juré que la vente était sa décision, à lui. « Il a raison sur un seul point, » ai-je répondu. La décision, c'était la sienne. Mais il a oublié de dire qu'il l'a imposée en manipulant la peur de ma fille. Élodie releva la tête. Dans ses yeux, il n'y avait plus seulement de la tristesse, mais une colère naissante, dirigée cette fois vers le bon endroit. « Hier soir, il m'a parlé de vous, dit-elle. Il m'a dit que vous étiez venu, que vous le menaciez, que vous étiez prête à tout pour lui extorquer de l'argent. Il avait l'air paniqué.
Je ne l'avais jamais vu comme ça. Il tournait en rond comme un lion en cage. C'est là que j'ai compris qu'il cachait quelque chose. Elle marqua une pause, puis ajouta, dans un souffle, « Il m'a déjà crié dessus, à moi aussi. Il dit que je suis lente, que je ne comprends rien, que je vais être une mauvaise mère. » L'autre jour, elle posa la main sur son ventre. Ses doigts tremblaient. L'autre jour, il m'a attrapée par le bras et m'a serré tellement fort que j'ai eu un bleu pendant une semaine. Il a dit que c'était de ma faute, que je l'avais poussé. Je sentis une rage glacée m'envahir. Le schéma se répète, pensai-je. Toujours le même. Élodie, ai-je dit doucement, est-ce que vous seriez prête à dire ce que vous venez de me dire à la police? À un avocat? Elle hésita longuement. Ses yeux ont dérivé vers la fenêtre, vers la circulation, comme si quelque part dehors se trouvait une vie dans laquelle elle n'aurait pas à choisir. Puis elle a hoché la tête. Oui, je ne veux pas que mon enfant naisse dans ce mensonge-là. S'il doit me détester un jour, je préfère que ce soit pour avoir dit la vérité plutôt que pour être restée silencieuse. Le soir même, en rentrant chez moi, j'ai posé mon sac sur la table et je me suis assise sans enlever mon manteau. J'avais l'impression que la journée avait duré une semaine. Dans le même laps de temps, j'avais affronté Laurent, rencontré l'avocat et vu Élodie basculer, elle aussi, du côté de ceux qui ne croient plus aux belles histoires qu'on leur sert. Sarah est sortie de la chambre, les cheveux encore humides. Elle portait un de mes vieux pulls trop larges pour elle, qui lui tombait presque jusqu'aux genoux. « Tu as l'air épuisée, maman. Tu es allée où ?» Je l'ai regardée. Je me suis demandé si je devais tout lui dire tout de suite. Puis j'ai choisi la vérité, encore une fois. Je suis allée voir un avocat et j'ai vu Élodie. Elle a pâli. Sa maîtresse? Oui, elle a compris qui il est vraiment. Elle a promis de témoigner. Sarah s'est laissée tomber sur la chaise en face de moi. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas pleuré. Il y avait dans son regard une sorte d'incrédulité douloureuse. Je ne comprends pas comment j'ai pu vivre des années avec lui sans voir tout ça. Comment? Je lui ai pris la main. Parce que tu l'aimais. Parce qu'on ne met pas des lunettes de juge quand on croit qu'on est heureuse. Ce n'est pas toi qui as mal vu, Sarah. C'est lui qui s'est déguisé. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Dubreuil pour lui raconter la rencontre avec Élodie. Il a écouté sans m'interrompre. C'est une pièce essentielle, a-t-il commenté. Si elle accepte de déposer, cela renforcera considérablement le dossier. Dites-lui de venir avec vous au commissariat. Je vais prévenir. 2 jours plus tard, nous étions toutes les trois assises sur des chaises en plastique dans le hall du commissariat du Havre. La lumière néon rendait les visages encore plus pâles qu'ils ne l'étaient. Sarah triturait un mouchoir en papier. Élodie, elle, caressait machinalement son ventre, comme si elle s'excusait auprès de l'enfant de ce qu'elle s'apprêtait à dire. Un brigadier est venu nous chercher. Madame Sarah Lenoir, Madame Élodie Martin et Madame Françoise Lenoir. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ils ont séparé les auditions. D'abord Sarah. Je l'ai vue disparaître derrière une porte, petite silhouette perdue dans un couloir trop long. J'ai eu envie de la suivre, de me tenir derrière elle comme un paravent. Mais là, c'était à elle de parler. Quand ce fut le tour d'Élodie, elle m'a jeté un regard, comme une enfant cherchant l'approbation avant un examen. Je lui ai simplement dit « Dites la vérité, c'est tout ». J'ai attendu seule dans le couloir, les mains croisées sur mon sac. Sur un banc plus loin, un homme lisait un vieux magazine. Une mère tentait de calmer un adolescent agité. Chacun avait sa petite tragédie à régler. Moi, j'avais la mienne. Au bout d'un moment, la porte s'est rouverte. L'officier qui avait pris les notes m'a fait signe d'approcher. « Nous avons bien enregistré vos plaintes et vos déclarations, madame, dit-il. Ce que raconte votre fille est cohérent avec les pièces que vous avez fournies. Et le témoignage de madame Martin confirme certains comportements de votre gendre. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Nous allons transmettre au parquet. Il y aura probablement une enquête préliminaire. Votre gendre sera convoqué. En attendant, nous pouvons déjà inscrire une main courante pour les violences psychologiques et l'abandon, et envisager avec votre avocat une mesure d'éloignement si nécessaire. » Je hochai la tête. Je n'avais pas besoin de tout comprendre pour savoir une chose. Les mots de Laurent, ses cris, ses menaces,
n'étaient plus seulement des souvenirs douloureux, ils devenaient matière à enquête. En sortant du commissariat, le vent du port nous a frappés, plus violent que d'habitude. Sarah ferma les yeux un instant, inspirant profondément. « Ça y est, murmura-t-elle, c'est lancé. » Je la regardais. Une partie de moi avait peur pour la suite. Je savais que Laurent ne se laisserait pas faire. Il se présenterait en victime, accuserait tout le monde, gonflerait les détails qui l'arrangeaient, oublierait les autres. C'est ce que font ceux qui ne supportent pas de se voir en face. Mais une autre partie de moi savourait un détail que lui n'avait pas encore compris. Désormais, il n'était plus seul à raconter l'histoire. Et pour la première fois depuis longtemps, ce n'était plus sa voix qui dominait. Les jours qui ont suivi ont eu une drôle de couleur. Dehors, rien ne semblait changer. Les cargos entraient et sortaient du port, les mouettes hurlaient au-dessus des quais, les bus passaient toujours en retard. Mais chez nous, quelque chose s'était déplacé. L'air paraissait moins lourd, même quand Sarah se réveillait en sursaut la nuit. On vivait suspendu à un coup de fil de Maître Dubreuil, à un courrier recommandé, à un signe que la machine s'était vraiment mise en marche. Ce signe est arrivé un mardi matin. Le téléphone a sonné alors que je préparais du café. « Madame Lenoir, c'est Maître Dubreuil. Je vous appelle pour vous informer que le parquet a ouvert une enquête préliminaire. Votre gendre va être convoqué et, bonne nouvelle, le juge des référés a accepté une mesure conservatoire. Une partie des fonds issus de la vente est gelée sur ses comptes. Il ne pourra pas tout faire disparaître. » Je me suis assise sur la chaise la plus proche. Mes jambes ne me portaient plus. « Et pour Sarah ?» ai-je demandé. « Nous allons déposer, en parallèle, une demande de dommages et intérêts et voir si l'on peut contester la validité de l'acte, au moins partiellement. Ce sera long, mais le plus important, pour l'instant, c'est qu'il ne puisse plus dire qu'il n'a rien fait. » Après avoir raccroché, je suis restée un moment à regarder le mur, la tasse de café refroidissant dans ma main. Sarah est entrée dans la cuisine, inquiète rien qu'en voyant mon visage. « Mauvaise nouvelle ? » ?»« Non, ma fille. Pour une fois, ce n'est pas nous qu'on convoque, c'est lui. » Je lui expliquais. Ses yeux se remplirent de larmes, mais cette fois, ce n'était pas désespoir. C'était comme si, pour la première fois, quelqu'un d'autre qu'elle, quelqu'un d'officiel, disait « Oui, tu as raison d'avoir souffert, ce n'était pas dans ta tête. » Le lendemain, c'est lui qui a appelé, numéro masqué bien sûr. Quand j'ai décroché, je n'ai rien dit, j'ai attendu. « Françoise ?» La voix de Laurent n'avait plus rien à voir avec celle de l'homme suffisant derrière sa porte. Elle était tendue, presque étranglée. « Oui, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai reçu une convocation. Ils ont bloqué mon compte. Vous vous rendez compte ? Mon compte. J'ai un loyer, moi j'ai un enfant qui arrive. Vous ne pouvez pas faire ça. » Je l'ai laissé déverser sa tirade. Il utilisait les mêmes mots qu'autrefois, mais cette fois, le « vous » n'était plus seulement pour moi. Il incluait aussi les policiers, le juge, l'avocat, Élodie, tous ceux qui, à ses yeux, s'étaient ligués contre lui. « Laurent, » ai-je répondu calmement, « ce n'est pas moi qui t'ai mis dans cette situation. Ce sont tes actes. Tu as vendu la maison sans respecter ta femme. Tu l'as laissée sans rien. Tu pensais que ça ne laisserait aucune trace. Tu t'es trompé. » « Elle exagère, hurla-t-il. Elle raconte n'importe quoi. Je vais dire à la police comment elle me harcelait, comment elle menaçait de se jeter du balcon, comment elle... »« Vas-y, dis-leur, ai-je coupé. Ils compareront avec les certificats, les témoignages, les mails. Ils sont habitués aux histoires qu'on renverse. » Un silence. On entendait sa respiration hachée, comme un animal acculé. « Vous pensez être une héroïne, hein ? La mère courage qui sauve sa fille. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de lancer. Vous allez regretter. » Il croyait me faire peur avec ce mot-là. Regretter. Il ne savait pas qu'il arrivait trop tard. Il y a 2 ans peut-être, ai-je dit, quand je me taisais. Maintenant, non. Je te laisse. Tu as d'autres personnes à convaincre que moi désormais. J'ai raccroché. Ma main tremblait un peu, mais pas mon cœur. Quelques jours plus tard, Maître Dubreuil nous a appelés pour nous proposer de venir au commissariat le jour où Laurent serait entendu, non pas pour assister, mais pour être disponible si besoin. J'ai hésité, puis j'ai accepté. Je voulais le voir, lui, face à une voix qui ne lui appartiendrait pas. Le matin convenu, nous avons repris le chemin du commissariat.
la même lumière crue, les mêmes néons, la même odeur de couloir. Sarah serrait ma main comme une petite fille allant chez le médecin. Dans le hall, nous nous sommes assises sur les mêmes chaises en plastique. Puis la porte s'est ouverte. Il est entré. Laurent portait une chemise froissée. Sa barbe n'était pas faite. Ses parents étaient derrière lui, raides, offensés, comme si eux aussi subissaient une injustice. Il a croisé mon regard, puis celui de Sarah. L'espace d'une seconde, j'ai cru voir passer quelque chose comme de la honte sur son visage. Puis il a serré la mâchoire et a détourné les yeux. Un officier est venu l'appeler. Ils ont disparu au fond du couloir. Je ne savais pas ce qu'il allait dire là-dedans. J'imaginais déjà les phrases. C'est elle qui me provoquait, je n'ai fait que me défendre. Elle a signé de son plein gré. Mais pour la première fois, je m'en fichais un peu. Parce qu'en le voyant avancer, épaules voûtées, entre ces murs qui ne lui appartenaient pas, j'ai compris une chose simple. Il n'était plus celui qui décidait du récit. Il devenait un homme qui devait répondre. Et ça, pour lui, c'était déjà une punition. Les mois qui ont suivi ont été longs, mais différents. Ce n'était plus cette attente sans horizon, ce temps mou où l'on se dit que rien ne changera jamais. C'était une attente tendue vers quelque chose. Un courrier, une convocation, un jugement. Un mot qui confirmerait que nous n'avions pas rêvé notre malheur. Sarah a trouvé peu à peu un début de stabilité. Grâce à l'assistante sociale de l'hôpital, elle a obtenu un petit logement géré par un office HLM du département du Havre, un studio clair au 3e étage, avec vue lointaine sur les grues du port. Ce n'était pas la maison d'Harfleur, avec son jardinet et ses rosiers, mais c'était une porte qui fermait avec une clé à elle, un bail à son nom, un lieu où personne ne pouvait la mettre dehors du jour au lendemain. Elle a commencé une formation d'aide à domicile. Ironie douce amère, celle qu'on avait traitée d'incapable devenait celle qui prendrait soin des autres. Certains soirs, elle passait encore dormir chez moi. D'autres, elle rentrait chez elle, ce chez elle modeste mais solide. De mon côté, je continuais à prendre le bus, la fameuse ligne 2 du métro qui traverse toute la ville, pour aller voir Maître Dubreuil quand il avait de nouvelles informations. Un jour de juin, le coup de fil que j'attendais est arrivé. Madame Lenoir, le jugement va tomber. Il ne s'agit que du volet civil pour l'instant, mais venez demain au tribunal. Ce serait bien que votre fille soit là. Le lendemain, nous avons pris place sur les bancs en bois verni de la salle d'audience. L'air sentait la poussière de dossiers et le parfum trop discret des robes noires. Laurent était là, avec son avocat. Son visage avait changé. Il avait maigri, ses traits s'étaient durcis, comme si la vie l'avait sculpté à coups de marteau. Élodie n'était pas avec lui. J'avais appris qu'elle était partie s'installer temporairement chez sa sœur, le temps d'accoucher loin de ses cris. Le juge a lu les considérants d'une voix neutre, presque monotone. Pour qui ne connaît pas les mots, cela peut sembler froid. Pour moi, chaque phrase était un pan de la vérité qui se mettait en place. On y parlait de manœuvres dolosives, de défaut d'information loyale de l'épouse lors de la signature de l'acte, de pression psychologique avérée. On mentionnait le témoignage de la voisine, celui d'Élodie, les certificats de la psychologue, les mails produits au débat. À la fin, la décision est tombée. Laurent était condamné à verser à Sarah des dommages et intérêts substantiels sur le produit de la vente pour compenser le préjudice subi. La vente n'était pas annulée. Les nouveaux propriétaires n'y étaient pour rien, mais le juge reconnaissait clairement que le consentement de Sarah avait été vicié. On ajoutait à cela une interdiction de contact direct avec elle pendant une durée déterminée. Il n'irait pas en prison ce jour-là, mais il ressortirait de ce tribunal plus pauvre et surtout dépouillé de ce qu'il aimait le plus, l'image de l'homme irréprochable. Quand le juge a terminé, il a levé la tête vers nous. « Madame, dit-il à Sarah, la justice ne peut pas tout réparer, mais aujourd'hui elle reconnaît que ce que vous avez vécu n'est pas normal et que vous aviez raison de parler. » Sarah a hoché la tête, trop émue pour répondre. Laurent, lui, regardait droit devant lui, comme s'il assistait à une pièce qui ne le concernait pas. Mais ses mains serrées sur le dossier de la chaise trahissaient ce qu'il ne dirait jamais. À la sortie, sur le parvis du tribunal, le ciel du Havre était étrangement clair. Pas de pluie, pas de brume,
juste cette lumière blanche qui efface les contours sans les dissoudre. Sarah est restée immobile un long moment. « Maman, murmura-t-elle, tu crois que ça va vraiment changer quelque chose ?» Je l'ai regardée. Ses yeux n'étaient plus ceux de la femme étendue sur le trottoir ce soir-là. Il portait encore des cicatrices, mais aussi une lueur que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. « Oui, ai-je répondu. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas comme tu l'imagines. Mais dorénavant, quand tu diras « il m'a détruite », tu pourras ajouter « et la justice l'a reconnu ». Et ça, ma fille, ça change tout. Les semaines ont encore passé. Laurent a déménagé dans un appartement plus modeste, quelque part en périphérie. On m'a dit qu'il se plaignait beaucoup, qu'il racontait partout qu'il avait été victime d'un complot. Je n'ai plus cherché à savoir. Ce n'était plus mon problème. Élodie a mis au monde un petit garçon. Elle m'a écrit une lettre pour me dire qu'elle avait choisi de lui donner un prénom qui n'avait rien à voir avec son père. Et que chaque fois qu'elle le regarderait, elle se rappellerait cette phrase que je lui avais dite au café. « Dites la vérité, c'est tout. » Quant à moi, je continue ma vie telle qu'elle est. Mon 2 pièces à Graville, mes courses au marché, mes trajets en bus, mais je ne suis plus la même femme. Il y a eu un avant et un après cette nuit où j'ai trouvé ma fille sur le trottoir. Et maintenant, permettez-moi de vous parler, à vous qui écoutez mon histoire, peut-être depuis un fauteuil, peut-être depuis un lit où vous cachez vos larmes. À vous, les mères, les femmes, les filles qui avez laissé passer des phrases blessantes parce que ce n'est pas si grave. À vous qui avez accepté une signature pour simplifier, un compte au nom de l'autre, un renoncement à voir vos proches sous prétexte que ça fait des histoires. À vous qui savez, au fond de vous, que quelque chose cloche, mais qui avez peur de déranger. On vous a appris à vous taire, à comprendre, à excuser, à dire ce n'est pas si grave, jusqu'à ce que ça le devienne. Je vous le dis avec les mots d'une femme de 59 ans qui a vu sa fille allongée par terre. Le silence ne protège personne, sauf ceux qui vous détruisent. Parler fait peur. Se défendre fait peur. Aller voir un avocat fait peur. Pousser la porte d'un commissariat fait peur. Mais il y a quelque chose de pire encore. Rester couché sur le trottoir alors qu'une porte est à 2 arrêts de bus. Alors, si vous reconnaissez dans mes mots un morceau de votre vie, ne le rangez pas dans un tiroir. Donnez-lui un nom. Racontez-le à quelqu'un, à une amie, à un médecin, à un avocat, à une voisine, à une association. Peu importe. Mais ne le laissez pas seul dans votre tête. Parce que le jour où vous décidez de ne plus vous taire, croyez-moi, les monstres qui semblaient si grands rapetissent très vite, assis sur un banc de tribunal, à chercher des excuses que plus personne n'écoute. Et ce jour-là, même si votre cœur tremble encore, vous saurez que quelque chose d'essentiel vient de changer. Vous n'êtes plus celle qu'on écrase. Vous êtes celle qui se relève,